bonjour à tous et à toutes. C'est le deuxième jour de Futurapolis, même le troisième jour de Futurapolis. On a commencé jeudi et c'est le début d'un après-midi spécial intelligence artificielle ici au Muséum de Toulouse. Merci à nos deux invités d'être avec nous. Je vais vous les présenter bien sûr dans un instant. Quand va venir l'heure des best-of et des bilans, l'intelligence artificielle va atteindre sans doute le top 10 des sujets dont on a le plus parlé en 2019, pas toujours à bon escient, parce que l'intelligence artificielle est devenue aussi une sorte de mot valise qui veut parfois tout et rien dire. C'est d'ailleurs assez compréhensible dans la mesure où l'IA, c'est beaucoup de choses, à la fois une discipline de recherche, des technologies utilisées par des entreprises, et puis aussi un objet de débat, voire de fantasme. Et c'est la raison pour laquelle Futurapolis a voulu en quelque sorte débugger le sujet et entrer dans le détail. Vous avez vu le programme de cet après-midi. IA, la grande arnaque, ce sera à 16h45. Il sera question de ce qu'est l'IA et de ce qu'elle n'est pas. Il sera aussi question en milieu d'après-midi de l'IA et de la santé, des apports des neurosciences, des enjeux économiques et de recherche pour l'IA à Toulouse avec l'Institut Aniti. Ça sera autour de 15h. Et nous allons commencer ensemble par évoquer la France dans la course mondiale à l'IA, une table ronde en partenariat avec Toulouse Is AI, collectif créé en tout début d'année 2019 et qui rassemble l'écosystème toulousain de l'intelligence artificielle avec des ateliers, des meet-up qui mêlent à la fois les univers de la recherche, sciences, technologies et aussi sciences humaines et sociales, et puis l'univers de l'entreprise, de la start-up, PME, ETI et grands groupes. Alors, recherche et entreprise, c'est bien notre premier focus. Voici donc nos deux invités, Bertrand Braunschweig et Christelle Fiorina. Je vous présente en détail. Bertrand Braunschweig, vous êtes coordinateur du programme national de recherche en IA, directeur de recherche du centre INRIA Saclay-Île-de-France, après être passé par l'Association française d'intelligence artificielle, puis par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, entre autres, hein, je m'en tiens à un CV réduit. Depuis décembre 2018, vous coordonnez donc le plan national de recherche en intelligence artificielle et vous avez récemment co-organisé, peut-être vous avez entendu parler de ce grand événement à Paris, le Global Forum on AI for Humanity. Avec vous, nous allons en savoir plus sur les particularités françaises et européennes de la recherche en IA, sur vos actions aussi nationales et internationales en faveur d'une stratégie européenne. Christelle Fiorina, vous coordonnez le volet économique de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, donc c'est à la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Vous êtes l'homologue de Bertrand Braunschweig pour le volet entreprise-économie. Vous êtes diplômé de Mines ParisTech et de l'ENA et vous allez nous dire comment le gouvernement compte embarquer le monde économique et les entreprises dans l'IA, qualifiée d'ailleurs de rupture technologique du XXIe siècle par Bruno Le Maire. Alors, comme je ne connais pas exactement le niveau de compréhension de ce sujet, je vais préciser peut-être des bases, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de choses. Hein. Ça peut être le développement d'algorithmes pour des tâches de perception, de compréhension, de prise de décision, toute tâche qui donc requiert de l'intelligence, mais c'est aussi un ensemble de théories, de technologies et de concepts. Et donc l'IA se trouve au carrefour de nombreuses disciplines. Les mathématiques, bien sûr, les sciences cognitives, les systèmes complexes, l'informatique, la robotique, qui elles-mêmes peuvent s'appuyer sur ce dont elles ne pouvaient pas, sur quoi elles ne pouvaient pas s'appuyer auparavant, c'est-à-dire des données et des informations massives sur finalement tous les domaines imaginables. Et c'est donc à l'intersection des outils et des univers potentiels de ces algorithmes que surgit le potentiel de l'IA, un potentiel phénoménal qui n'en l'est aujourd'hui finalement qu'à ses commencements sans doute, tant du point de vue de la compréhension scientifique que de ses applications et de ses usages ou des services qu'elle peut rendre aux humains, puisque c'est quand même le but final. De ce fait,
et parce qu'elle est aussi potentiellement très créatrice de valeur. Elle fait l'objet d'une rude concurrence mondiale, depuis les centres de recherche jusqu'aux entreprises, en passant par les universités, les centres de formation. Donc voilà, j'ai voulu poser le cadre global, et puis on va rentrer là directement dans cette analyse et la nécessité d'y voir plus clair finalement sur le positionnement des grands acteurs internationaux de l'IA. La première question que je voudrais vous poser, c'est une question que je vous adresse à tous les deux. Est-il vrai qu'il y a une forme de duopole américano-chinois de l'IA, et de quelle façon se positionne à la fois la France et l'Europe dans ce contexte international? Bonjour à tous. Je voudrais juste, avant de répondre directement à cette question, juste dire que le titre de la table ronde tel qu'il figure dans le programme est vraiment une absurdité, parce qu'on n'est pas contre le reste du monde. On est évidemment qu'il y a une course mondiale, hein, vous l'avez très bien dit, mais on est, en particulier en recherche, mais pas seulement, on est avec de nombreux autres pays, en particulier avec des pays européens, mais on a également des alliances avec d'autres pays. Donc dans ces milieux-là, en fait, on est vraiment dans un système de coopétition, c'est-à-dire qu'on collabore sur de nombreux sujets, et puis on est effectivement sur le domaine économique, parfois en compétition. Mais donc, moi, j'avais exprimé, en discutant, en préparant cette table ronde, le souhait de ne pas personnellement être associé dans ce qui va être retranscrit de la table ronde à cette expression « la France contre le reste du monde » avec laquelle je suis en désaccord total. Donc c'est une bataille. Vous reconnaissez en revanche qu'il y a effectivement une position de nécessité de conquête, et donc on est positionné dans une bataille. De quelle manière? Alors en fait, c'est vrai que en recherche notamment, on a l'ambition d'être dans les 5 meilleurs pays mondiaux, sachant que les premières places, c'était les toutes premières places, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et l'Inde, non seulement pour la qualité, mais aussi par la quantité de personnes qui habitent, sont un peu hors d'atteinte pour les petits pays européens. On est plutôt dans le niveau où se situe la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, quelques autres, le Canada, le Japon. Donc notre ambition, c'est d'être dans les 5 premiers, sachant que suivant les indicateurs que l'on prend, et on peut prendre des indicateurs de publication, des indicateurs de brevets, des indicateurs de compétences, des indicateurs d'investissement, des indicateurs de start-up. Mais suivant à peu près tous ces indicateurs, suivant les cas, on est entre la 5e et la 9e place au niveau mondial. Et on souhaite également être le premier pays en Europe, mais encore une fois, pas tout seul, avec nos amis, avec nos partenaires, notamment avec l'Allemagne, avec laquelle on a quand même affiché une volonté de collaboration qui est très forte, mais avec d'autres, parce que ce n'est pas la France qui pourra toute seule se positionner dans cette grande évolution mondiale, mais c'est l'Europe, et l'Europe qui est un acteur qui est aussi digne de respect que les États-Unis et la Chine. C'est l'Europe qui veut être la première du monde, et nous, Français, on souhaite y contribuer. Est-ce que pour les entreprises et l'économie, c'est le même positionnement? Est-ce qu'il y a une conséquence directe, positionnement de la recherche égale positionnement aussi des entreprises? Alors, c'est pas une conséquence directe, en fait, c'est un alignement entre la stratégie de recherche et la stratégie économique en IA. Comme l'a dit Bertrand, la position de la France, c'est une position qui est déjà, en ce qui nous concerne, l'économie européenne, puisqu'on envisage évidemment l'IA sur le plan de l'économie européenne, du marché unique européen. D'ailleurs, la France soutient très activement le plan coordonné de l'Union européenne sur l'IA. Et je vais même aller plus loin, c'est que le président de la République, il y a encore 2 semaines, a dit clairement qu'il faut maintenant qu'on ait une stratégie coordonnée européenne en matière d'IA. Et dans cette stratégie, la France est un des pays, et le pays d'ailleurs leader, puisqu'on a été les premiers à adopter notre stratégie nationale au niveau européen. L'Allemagne nous a suivis, et surtout, nous sommes au niveau européen le premier pays dans lequel il y a des investissements dans l'IA. Donc la France est passée au niveau continental comme le premier pays dans lequel se passent des levées de fonds, notamment pour nos startups. La deuxième chose, c'est qu'il y a 20% des laboratoires et publics et privés de recherche qui se trouvent sur le territoire français. Et la France est un pays particulièrement attractif de ce point de vue-là au niveau européen, ce qui fait que notre pays se situe particulièrement bien, d'une part au niveau européen, où on est clairement, on va dire avec le Royaume-Uni, des leaders européens de l'IA, mais avec la force de frappe que peut nous apporter l'Union européenne, effectivement, il y a moyen de se positionner dans cette bataille. Vous utilisez le terme à bon escient, puisque les ministres l'ont eux-mêmes utilisé, dans cette bataille de l'IA. Effectivement, la place de la France, c'est d'être un leader européen, et c'est surtout de pousser l'Europe à investir très fortement dans cette bataille. Or, le futur plan de financement de la Commission européenne devrait nous permettre d'être à peu près au niveau des investissements qui auront lieu et aux États-Unis et en Chine.
Parce qu'il y a un an, quand Emmanuel Macron, dans la continuité du plan Villani, du rapport Villani, avait annoncé les investissements de la France, certains avaient ricané en disant, imaginez cette goutte d'eau par rapport aux investissements à la fois en Chine et aux États-Unis. Non, mais c'est une goutte d'eau. Alors, on a déjà dit, on ne va pas comparer la France toute seule par rapport à ces mastodontes. C'est l'Europe, enfin, encore une fois, c'est au niveau européen. Mais à notre niveau, je pense qu'on est tout à fait respectable. Moi, j'étais en début de semaine en Italie dans une conférence scientifique sur l'intelligence artificielle. Et les gens étaient plutôt, alors on avait des scientifiques de tous les pays, les gens étaient plutôt admiratifs devant ce qu'on essaye de faire dans notre pays. Enfin, non seulement ce qu'on essaie, mais ce qu'on est en train de faire dans notre pays. Alors, c'est vrai que tous les pays, petit à petit, développent leur stratégie d'intelligence artificielle. En fait, c'est obligatoire pour l'ensemble des États membres de développer cela, hein, et ils le font chacun les uns après les autres. On a déjà parlé de l'Allemagne, du Royaume-Uni, on a parlé plus récemment l'Espagne, l'Italie, le Portugal aussi a présenté sa stratégie, la Finlande très active là-dessus, la Suède, enfin ils sont tous les Pays-Bas, tout le monde s'y met. Et donc, encore une fois, notre stratégie a été une des premières et elle existe réellement. Les actions ont démarré, commencent à produire des résultats. Donc je pense qu'on est loin d'être ridicule. En tout cas, on a confiance. Est-ce que c'est une caricature de dire finalement l'IA chinoise, elle est très orientée surveillance, l'IA américaine elle est plutôt orientée business et l'IA française, européenne, elle est orientée éthique et c'est son positionnement spécifique? Tu veux répondre? Je prends. Donc, c'est vrai que l'Europe, c'est son ADN. Hein, et la France a été à ce niveau-là peut-être un peu en avance. On a parlé en mars 2018 déjà de AI for Humanity. C'est d'ailleurs le sigle qui signe notre stratégie nationale. C'est une stratégie qui s'inscrit, française et européenne, largement dans le respect des droits des individus et dans le respect d'un cadre éthique qui est d'ailleurs actuellement élaboré au niveau de la Commission européenne, qui va nous permettre aussi de nous différencier. Donc l'idée étant que effectivement il y a des voies différentes qui sont suivies au niveau chinois et américain. L'Europe a toujours été un continent dans lequel on est respectueux des droits des individus, des droits humains. Et donc, grâce au cadre protecteur qui est offert par le RGPD, qui a pu être une contrainte et qui a été d'ailleurs perçu parfois comme une contrainte par les entreprises, nous souhaitons mettre en avant l'effet aussi concurrentiel de cette question de respect de la donnée personnelle, respect des droits, dans une compétition pour l'IA qui peut se baser sur d'autres concepts. Et il y a une très grande sensibilité du public par rapport à ça. Un petit complément, si tu permets. Alors, c'est vrai on entend parfois les gens dire, si on met trop de réglementation, parce que nous, effectivement, en Europe, on n'est pas encore au niveau de mettre des réglementations. Le message, c'est on veut faire de l'IA de confiance. Il n'est pas certain qu'on arrive rapidement à faire des réglementations parce que c'est quand même un sujet qui est assez complexe. Mais en tout cas, ces questions d'éthique, de respect de la propriété privée, des données personnelles, de confiance, de transparence, d'explication, etc., on insiste beaucoup là-dessus. Et on entend dire que ça pourrait être effectivement un frein par rapport aux grandes intentions commerciales, au développement commercial de l'offre européenne. Et en fait, si vous regardez bien, moi je pense, et on est plusieurs à penser que c'est plutôt un avantage. C'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer que dans le reste du monde, ce souhait de confiance, de respect de la personne, etc., soit complètement ignoré ad vitam aeternam. Et si nous, Européens, nous sommes parmi les premiers, ou nous sommes les premiers à, disons, tenter d'installer cela dans nos algorithmes, dans nos outils, dans nos méthodes, ça va nous donner, je pense, un avantage concurrentiel, comme tu l'as dit, hein, Christelle, sur lequel justement les autres pays devront rattraper. Nous devrons nous rattraper. Donc on est convaincus, on est plusieurs à être convaincus que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Et donc ce n'est pas pour rien que le High Level Expert Group, le groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne, a fait son premier travail sur un document qui s'appelle Guidelines for Trustworthy AI, donc des règles conduites pour l'IA de confiance, parce que tout le monde considère que c'est la chose à pousser en ce moment dans notre domaine. Même si, au point de vue technique, scientifique, il y a énormément d'autres choses à faire que ce point-là. Donc plutôt un levier économique à terme en tout cas qu'un frein et du coup un axe de recherche orienté IA responsable avec, on en parlera tout à l'heure avec les représentants d'Anity, la nécessité finalement de rendre certifiable cette intelligence artificielle et plus compréhensible. Revenons, si vous le voulez bien, sur les enjeux spécifiques de la recherche française et européenne en IA.
Il y en a énormément. Alors, juste pour parler de ces questions d'IA responsable et d'IA de confiance, il y a énormément de choses à faire. Donc, il y a des questions de transparence. Dites-nous pourquoi c'est important d'abord, peut-être, avec un exemple, pour que chacun puisse bien comprendre en quoi c'est important. Je vais le faire avec la banque. Donc, je consulte le chatbot de ma banque. Est-ce que j'ai obtenu mon crédit? Est-ce que mon crédit a été accordé? Non. Ah, c'est embêtant, mais peux-tu me dire pourquoi je n'ai pas eu mon crédit? Non. Ah, mais pourquoi ne peux-tu pas me dire pourquoi je n'ai pas obtenu mon crédit? Parce que je suis une intelligence artificielle entraînée à partir de données de grande quantité et je ne sais pas produire d'explication. Mais est-ce qu'au moins tu peux prouver que ta décision est correcte et la bonne? Non, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, on n'a pas de méthode pour prouver que les décisions prises par les intelligences artificielles entraînées par apprentissage à partir de grandes quantités de données sont prouvables. Mais est-ce que tu as obtenu une certification quelconque pour cela? Non, puisqu'on ne sait pas, on n'a pas de normes, on n'est pas en mesure de certifier les systèmes d'IA entraînés par apprentissage à partir de grandes quantités de données. Donc effectivement, moi, donc ça c'est dans l'idée où un chatbot me répond. Le chatbot me répond ça. Vous faites le chatbot là, c'est ça, et moi je change de banque. Et de la même façon que si je ne suis pas capable d'interroger de demander pourquoi un système qui indique que j'ai 75% de chances que cette tumeur soit maligne, et s'il me dit juste parce que les statistiques donnent cette réponse, ça ne sera pas satisfaisant. Donc on a vraiment besoin d'avoir, donc encore une fois, cette confiance pour que les personnes, vous et moi, pour que nous tous acceptions les raisonnements, les propositions, les éventuelles décisions de ces systèmes. Et donc derrière, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, comme on l'a dit, de l'explication, ça veut dire de la vérification, de l'évaluation du test, ça veut dire éventuellement aller jusqu'à la certification par rapport à des normes, mais aujourd'hui on n'en est pas là. On travaille sur les normes en intelligence artificielle, mais ça va être c'est un travail de longue haleine. Et c'est là précisément cet exemple est, je pense, un très bon exemple pour prouver aussi comment cette IA non éthique, ou du moins les biais qui peuvent apparaître dans l'IA, qui peuvent être aussi des biais de genre, parce qu'on a parlé des prêts immobiliers, il peut y avoir aussi Vous appelez des biais? Eh ben, un biais de genre, c'est un algorithme qui va délivrer un crédit peut-être d'un montant supérieur pour le même âge et même catégorie socio-professionnelle, supérieur pour un homme que pour une femme, sans qu'on puisse l'expliquer. Donc ça, c'est clairement un biais de genre. Ce genre de biais peuvent réduire la confiance des consommateurs et des utilisateurs dans l'IA et porter un préjudice in fine à l'entreprise qui utilise ces intelligences artificielles. D'où la nécessité effectivement de certifier ces algorithmes et de leur donner un cadre éthique. Un cadre éthique qui va passer par la recherche, donc c'est l'explicabilité, c'est pouvoir mieux comprendre les algorithmes et garantir la transparence. Un cadre qui peut passer aussi par des démarches volontaires des entreprises elles-mêmes qui, en intégrant un programme de démarche éthique, donc il y a des guidelines qui sont élaborés au niveau européen actuellement, des entreprises qui expérimentent ces guidelines, ces entreprises-là pourront mettre en avant qu'elles s'engagent dans une démarche, une approche éthique en fait de l'IA. Comment vous structurez cette stratégie de recherche, Bertrand Braunschweig, dont vous êtes responsable? C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Je la coordonne, c'est déjà largement suffisant. En fait, la mesure phare dont on va parler notamment dans la section suivante, c'est la création de ces 4 instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, les 4 3IA, donc Annecy à Toulouse, MIAI à Grenoble, le 3IA Côte d'Azur sur la Côte d'Azur et Prairie à Paris, donc qui sont un ensemble de chercheurs et enseignants-chercheurs de très haut niveau. En fait, on a labellisé un peu plus de 120 chaires de recherche et d'enseignement supérieur dans ces instituts, et donc sur un programme de 4 ans qui vont développer un certain nombre de recherches et technologies, en liaison avec des entreprises, puisque dans chacun de ces instituts 3IA, il y a l'obligation d'avoir un tiers de financement apporté directement par des entreprises. Donc ça, c'est une première mesure, c'est la mesure la plus visible. On est en train de finaliser la sélection d'un ensemble de chaires en dehors de ces instituts 3IA. Il y en aura une quarantaine qui seront annoncées, j'espère, avant la fin de l'année. On a aussi lancé des nouveaux programmes doctoraux, et c'est 300 nouvelles thèses seront en IA qui seront lancées dans les 2-3 prochaines années.
Et alors, chose très importante également, je ne vais pas lister toutes les mesures parce qu'il y en a beaucoup, mais on avait également un déficit de moyens de calcul. Alors pour l'IA, on n'a pas besoin de grands moyens de calcul pour tout l'ensemble des technologies de l'intelligence artificielle, mais notamment pour l'apprentissage profond qui est très très gourmand en données et en ressources de calcul. On a ce besoin, donc on a investi dans un premier supercalculateur, la machine Janzai, qui est maintenant en service depuis quelques semaines, qui est une machine de 14 pétaflops, donc 14 millions de milliards d'opérations par seconde, avec environ 1000 processeurs GPU qui fonctionnent pour cela, et des grands espaces de stockage pour les données, donc qui est au service de la communauté de recherche. C'est un premier pas, c'est pas le dernier, c'est pas complètement suffisant, mais on partait d'un système qui n'avait pas de ressources communes pour les chercheurs, et donc maintenant on en a une. Et on mettra dans le futur, on espère bien mettre une deuxième couche de bien plus haut niveau, puisque la France est dans les pays qui devraient bénéficier dans 3 ans, disons, de ce qu'on appelle une machine exascale, c'est-à-dire une machine à 10 puissance 18 opérations par seconde, 1 milliard d'opérations par seconde. Là, c'est un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros, et c'est un co-investissement entre la France et la Commission européenne, dans le cadre du programme EuroHPC, qui est le programme européen de calcul intensif haute performance. Et là, c'est ce qu'on appelle une machine convergée, c'est-à-dire à la fois pour la simulation, le calcul intensif, la modélisation, disons, conventionnelle, et l'apprentissage profond, l'intelligence artificielle. Bon, il y a d'autres mesures, mais celles-là sont déjà intéressantes. Quelles sont les disciplines de recherche qui sont mobilisées aujourd'hui, que vous mobilisez dans la recherche en intelligence artificielle? Alors, c'est assez large, hein, si on parle des disciplines, disons des sciences dures. Alors, évidemment, ça se base sur l'informatique et les mathématiques appliquées. Et comme on le dit souvent, on a la chance d'avoir des très bonnes écoles au niveau national en mathématiques appliquées et en informatique, en logique, en raisonnement, en représentation des connaissances et en statistique. Donc tout ça, les gens se basent là-dessus pour développer leur technologie. Mais on tient beaucoup à associer des recherches d'autres disciplines. Quand il s'agit de mettre les gens d'intelligence artificielle, on parle d'instituts interdisciplinaires. Hein. Et par exemple, quand j'étais directeur d'INRIA Saclay, on avait créé à Saclay l'institut interdisciplinaire, l'institut de convergence d'Ataya sur la science des données, l'intelligence artificielle et la société, où on mélangeait des gens des sciences de l'informatique et des mathématiques appliquées, des gens des sciences d'autres domaines, santé, physique, environnement, énergie, etc. Et puis des personnes des sciences humaines et sociales, l'économie juridique, etc., etc. Donc dans les instituts et dans nos recherches, on a besoin de cela. Et les autres sciences, les sciences non informatiques, les sciences hors du numérique, sont également très très demandeuses de collaboration sur ce sujet, à tel point que dans les programmes de formation, on va aussi devoir installer petit à petit de la formation à l'intelligence artificielle dans les formations d'autres métiers. C'est ce qu'on appelle IA plus X en fait. Vous avez insisté tout à l'heure sur la nécessité finalement de coordonner, de créer une vraie intelligence artificielle européenne. Vous coordonnez des politiques européennes Alors, au niveau européen, je parlais spécifiquement peut-être de la recherche. Dans un premier temps. Oui, pardon. Alors, en recherche, on sort d'un appel. Alors, il y a une première initiative. Comme le disait Christelle tout à l'heure, on n'en est qu'au début, puisque dans le plan Horizon Europe qui va démarrer dans 1 an, on aura une grosse accélération sur le domaine de l'IA. Jusqu'à présent, il y a des premières mesures qui ont été faites. Bon, de toute façon, il y a déjà des programmes de recherche en intelligence artificielle qui existent à l'Europe depuis des années. Plus récemment a été lancée ce qu'on appelle une plateforme de AI on demand, donc de l'IA à la demande, qui est un projet qui est coordonné par un groupe français, par Thales, qui est un projet de 20 millions d'euros pour établir un environnement de soutien au développement d'offres en intelligence artificielle par les entreprises, mais qui met en commun un certain nombre de technologies issues de la recherche, des algorithmes, des données, des cas d'application. Il y a des pays alliés particulièrement forts pour nous. Vous avez cité beaucoup de pays tout à l'heure, mais en particulier peut-être l'Allemagne, d'autres aussi, la Finlande, non? Alors il y a un cœur qui est vraiment franco-allemand. La Finlande fait partie de nos stratégies d'alliance. Mais dans le cas de ce projet-là, c'est un projet qui est très large, hein, qui a 80 partenaires, donc qui implique beaucoup de monde. Et puis là, on sort d'un appel à proposition de la Commission européenne sur des réseaux d'excellence en intelligence artificielle. En fait, la Commission va financer 4 réseaux sur des aspects importants, sur l'apprentissage, sur la robotique, sur l'interaction machine
machines et quelques autres sujets, sur le matériel également. Donc là, on est en pleine, la Commission va commencer l'évaluation des, je ne sais pas combien de propositions ils sont reçus pour lancer cette coordination, disons, internationale européenne de recherche en IA qui démarrera dans le courant de l'année prochaine. Alors voilà, pour peut-être dans un premier temps pour le volet recherche. La bataille de l'intelligence artificielle se fait bien évidemment aussi sur le plan économique et sur le côté entreprise. La France, là aussi, a des atouts, mais une stratégie économique vient d'être définie et vous la coordonnez là aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Madame Fiorina ? Alors, la stratégie économique en IA a effectivement été présentée le 3 juillet dernier par nos ministres, donc Bruno Le Maire, Cédric O et Agnès Pannier-Runacher. Et elle est issue en fait d'une réflexion de près d'un an avec un diagnostic approfondi qui a été fait jusque dans les territoires pour voir quelles sont les forces de l'IA en France au niveau économique et quels sont aussi les points de vigilance pour permettre en fait à cette IA véritablement de se développer. En lien toujours avec notre politique de recherche, puisqu'il y a un aspect qu'on a effleuré aujourd'hui, mais qui est aussi l'attractivité en matière de talent. Énormément de choses sont faites dans le domaine de la recherche pour attirer les meilleurs talents en France et les maintenir. Ça commence à porter ses fruits, puisqu'il y a effectivement des chercheurs de renom qui arrivent notamment dans les instituts 3IA. Pour nous, au niveau économique, le fait que les talents viennent en France et restent en France, ça fait partie de notre écosystème, y compris économique. C'est-à-dire que si la France continue à développer des talents, elle va développer des technologies, des savoir-faire, elle va montrer aussi qu'elle est puissante en IA. Et ça va être un signe d'encouragement pour les entreprises qui voudront se développer en France et qui voudront également venir s'installer en France, notamment les laboratoires privés et les entreprises qui s'installent autour de ces laboratoires privés. Donc ça, c'est une chose. Non, juste à titre d'exemple, le Royaume-Uni vient de publier un appel à candidature pour de nouvelles chaires Turing, sur lesquelles donc c'est 2 fois 18 millions de livres qui sont injectés, d'une part pour recruter des leaders mondiaux en intelligence artificielle, pour leur donner disons des budgets sur 4-5 ans pour développer autour d'eux une offre vraiment au niveau mondial, et puis un deuxième ensemble de 18 millions de livres pour recruter des jeunes prometteurs ou prometteuses évidemment, donc avec l'intention d'en recruter entre 10 et 15, avec un budget chacun d'autour d'1,5 million de livres sur 4 ans pour également commencer à se faire connaître. Donc on n'est pas les seuls à avoir ce genre de soucis. Les axes prioritaires de la stratégie économique, et puis peut-être aussi peut-être un mot sur le manifeste qui a été signé en juillet et qui continue à porter ses fruits du côté des grands groupes. Donc le premier axe, c'est de développer notre écosystème d'entreprises en France. Alors ça passe par l'attractivité en termes de talent. Les chercheurs viennent chez nous, ils ne viennent pas que pour l'argent d'ailleurs, on s'est aperçu que les chercheurs, en les interrogeant, ils viennent aussi chez nous parce qu'il y a un environnement attractif du point de vue et de la recherche et de l'économie. Donc développer cet écosystème qui aujourd'hui en France est basé sur à peu près 600 startups qui produisent de l'IA en France, qui produisent des technos novatrices. Ça c'est la cartographie BPI qui a été présentée récemment, qui nous a permis de les identifier. Et second axe, travailler sur la demande. Parce qu'on s'aperçoit que ces startups françaises qui offrent des solutions ne trouvent pas forcément toujours la demande en face, notamment au niveau des grands groupes français. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à un haut niveau, y compris ministériel, avec les grands groupes tels que Thales, Veolia, Air Liquide, Total. Il y a également Valeo qui faisait partie de ce groupe de travail, EDF. Nous avons travaillé à mettre en place une stratégie coordonnée de ces grands groupes en faveur de l'intelligence artificielle. Et donc cela a abouti à la signature le 3 juillet par ces 8 grands groupes et le ministre de l'économie à ce manifeste dans lequel les grands groupes s'engagent à développer des actions communes dans l'intelligence artificielle. Le premier exemple, c'est dans le domaine de la recherche, puisqu'ils viennent de créer un labo commun. Peut-être que tu peux en dire plus avec l'Université de la Sorbonne, dans l'objectif de développer des programmes d'IA et de pouvoir recruter en commun des chercheurs de renom international. Donc ça, c'est une des premières actions. La seconde action, c'est de travailler dans le cadre du Grand Défi sur la certification des algorithmes. Grand Défi, c'est un programme qui est financé par l'État à hauteur de 30 millions d'euros. Le directeur de programme, Julien Chiaroni, a décidé de fédérer et les industriels et la recherche dans un défi commun de certification
qui lui va être doté à hauteur de 45 millions d'euros pour travailler sur les systèmes critiques. Donc ça, c'est un projet qui est en train de démarrer. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité aussi finalement que les chefs d'entreprise s'approprient davantage l'IA dans sa compréhension et aussi dans la perspective de ce qu'ils pourraient en faire en termes de business? Alors effectivement, c'est un enjeu que nous avons identifié. Jusqu'à présent, l'IA est envisagée sous un angle très technologique. Il y a un aspect dans l'économie qui n'est pas encore assez développé, et notamment dans l'esprit des chefs d'entreprise qui ne sont peut-être pas directement, pour l'instant, confrontés à des solutions d'IA, c'est que l'IA va transformer profondément l'économie, les processus, les activités, et pas seulement dans le domaine de la tech. Donc un des axes effectivement de nos stratégies, c'est aussi le volet transformation des entreprises dans l'IA. Alors cette fois-ci, tout secteur d'activité qui pourrait passer, alors c'est une action que nous allons mettre en place progressivement, notamment en lien avec nos territoires, parce que l'action est aussi territoriale. Donc nous avons nos services économiques en région qui se constituent. Nous avons aussi des actions avec les différentes régions. Donc je vois assez régulièrement la région Occitanie d'ailleurs, où il se passe beaucoup de choses dans l'IA. Mais il va falloir, à mon avis, mettre en place un diagnostic de maturité IA, notamment de nos PME, pour pouvoir enclencher un processus de transformation. Anity a lancé effectivement ces initiatives qui étaient très attendues d'ailleurs du côté de l'écosystème des PME, je crois, cette semaine. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Alors non seulement sur le volet économique, il y a la création d'entreprises, la création de solutions et la transformation de l'économie, avec pour conséquence aussi, on le sait, des implications sur le travail et sur l'emploi. Est-ce qu'il y a dans cette stratégie économique quelques axes de travail sur cette transformation du travail et de l'emploi? La transformation du travail et de l'emploi, elle est abordée dans le cadre de la stratégie nationale cette fois-ci, donc sous les deux angles. Il y a l'angle formation initiale, plutôt partie recherche, et il y a un angle effectivement formation continue, qui est piloté plutôt par le ministère en charge du travail. Donc effectivement, actuellement, le ministère en charge du travail est en train de plancher sur une stratégie de développement des formations continues dans le domaine de l'IA. Dans le rapport de Cédric Villani, il y avait le chapitre 4 qui était consacré à ça, uniquement sur la question du futur du travail et de l'emploi. Et en gros, la conclusion, c'était on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas capable de dire est-ce que ça va augmenter la quantité de travail, les emplois, est-ce que ça va les diminuer. Les gens, il y a des avis très partagés sur la question. Et donc l'idée, c'était il faut expérimenter. Et donc, Cédric portait cette idée de créer un laboratoire d'expérimentation sur l'emploi avec l'intelligence artificielle. C'est une mesure qui, elle, n'a pas encore été lancée dans le plan. Mais en fait, d'une certaine manière, quand j'en discute avec des entreprises, ils me disent oui, mais nous, on est en train de le faire, puisqu'on commence à installer des systèmes d'IA dans nos processus et on constate bien quelle est l'évolution des choses. En gros, ce qu'il faut retenir quand même, c'est ce que disait l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en 2017, quand il a fait aussi son travail sur l'intelligence artificielle, qui est en gros, n'ayez pas peur. On est capable de maîtriser cette évolution, on va la démystifier, et il y a vraiment peu de chances que ça aboutisse à des crises d'emploi comme certains peuvent le dire. En fait, ce qu'on sait à peu près quand même, c'est qu'il va y avoir des tâches qui seront automatisées, mais que les emplois eux-mêmes, les métiers, eux, resteront. Et donc, c'est plutôt comment on va réussir à travailler avec un certain nombre de tâches qui vont être faites par des systèmes automatiques et comment nous, on va pouvoir garder le contrôle de cette manière dessus. Il nous reste 3 minutes. Bien sûr, je vais vous laisser réagir. Mais peut-être une dernière question. Comment peuvent se préparer les plus jeunes d'entre nous à ces perspectives, aussi bien du côté de la création d'entreprises ou la création de solutions et du côté de la recherche? Dans quelle discipline, finalement, les gens pourraient s'orienter pour être le mieux adaptés et aussi être le plus en phase avec des métiers créatifs et intéressants? Disons que ça, c'est une question qui entre aussi dans le cadre du pacte productif qui est actuellement porté par le ministère de l'économie, parce qu'en fait, la dimension, quels seront les besoins en formation pour nos entreprises, fait partie du pacte productif. Alors, comme l'a dit Bertrand, sur l'IA, on va plutôt vers des métiers qui seront, si je peux me permettre d'utiliser le terme, mais augmentés plutôt que d'une disparition des métiers. Il y aura quelques métiers automatisés, mais beaucoup de métiers augmentés. Donc il s'agira de pouvoir travailler avec une intelligence. C'est-à-dire d'un chirurgien qui peut s'aider d'un dispositif d'IA pour traiter ses données, ses images, par exemple. Voilà. Donc il s'agit effectivement il s'agira en fait en ce qui concerne le besoin des entreprises, je pense que le besoin des entreprises,
en métier ne changera pas vraiment, si ce n'est que ces métiers devront être augmentés. Donc, c'est-à-dire que les salariés devront se former à l'intelligence artificielle appliquée à leur métier. En matière de formation initiale, donc là, il y a un objectif de doublement. Le président l'a rappelé, hein, des étudiants dans nos universités et dans les grandes écoles. Donc c'est un énorme défi, hein, quand même, de doubler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et là, je vais laisser Bertrand peut-être parler plus des spécialités. Et moi, je reviendrai sur la formation continue. En fait, ce qui s'est passé depuis quelques années quand même, c'est que l'État, nos gouvernants ont pris conscience de l'importance de la formation en numérique le plus tôt possible. Ce qui n'était pas le cas, hein. Quand on parlait il y a 5 ans d'avoir des formations au numérique dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, c'était vraiment, ça paraissait complètement loin des préoccupations. Et depuis quelques années, il y a eu cette prise de conscience. On n'est pas les seuls, hein. La France n'est pas les seuls à introduire des formations au numérique dans les classes. Et donc ça, c'est évidemment la première chose à faire, c'est de se former à ces techniques-là. Et ensuite, sur le reste, on a dit que l'IA repose beaucoup sur informatique, mathématiques appliquées, et puis également sur les autres disciplines. Donc il faut approfondir tout ça. Il faudra manager avec l'IA, donc ce sera d'autres modes de management. Mais plus largement, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'enjeu, c'est de pouvoir avoir des métiers qui se numérisent. Parce qu'il y a encore un enjeu de transformation numérique des entreprises. Hein. France Num, c'est une initiative du ministère dans ce domaine. Donc ça signifie qu'en fait, on va devoir numériser déjà et transformer l'IA la plupart des postes de travail. Et donc les formations devront, toutes formations confondues, intégrer aussi ce paramètre-là. Donc une nécessité d'être vraiment formé en continu. C'est ça, absolument. Formation tout au long de la vie. Merci beaucoup. On aurait évidemment pu en parler beaucoup plus longtemps. Merci pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Merci beaucoup.